Salut tout le monde et on continue notre chapitre 4. Courage, lui, il doit rester à peu près, je dirais environ 2 capsules, là, incluant celle-ci. Donc j'espère vous terminer ça là, le plus brièvement possible, mais idéalement le plus clairement possible aussi. Donc le chapitre 4, c'est un chapitre qui vise dans quelques directions. Il essaie de nous familiariser avec le vocabulaire des réactions chimiques en organique. La première familiarisation, c'était les effets électroniques. Là, ce que je viens de faire avec vous, soit l'effet mésomère ou même avant l'effet inductif, là, ça c'est des phénomènes qui influencent la réactivité. Et dans la dernière partie du chapitre, on parle des types de réactifs. Donc, dans le sens que on va essayer de placer des définitions et du vocabulaire sur des choses que vous allez voir passer souvent dans les chapitres 4, c'est-à-dire 5 à 8. Donc à ce moment-là, c'est important peut-être de placer quelques bases ici. Quand on parle de type de réactif, on va justement là, parler de type de molécules qui peuvent interagir ou agir tout simplement quand on fait une réaction organique. Et il y a une catégorie très très importante qui s'appelle, ici on les appelle les donneurs d'électrons, on peut les appeler les espèces riches en électrons. Et ils vont être très très utiles là, dans les réactions chimiques. Pourquoi? Parce que ces donneurs d'électrons-là, choses comme ça. Donc, ces donneurs d'électrons-là, ce sont mes fameux attaquants. Donc, j'ai mentionné quelques fois dans les précédents exemples, comme quoi, quand on fait de la chimie organique, on définit des cibles pour les attaquants. Bien, voici les donneurs d'électrons, ce sont des attaquants en tant que tels. Donc, les donneurs d'électrons, là, ils vont créer des nouvelles liaisons, ils vont faire des attaques sur les molécules organiques, et vous allez voir que c'est souvent des petites particules chargées négativement. En fait, vous l'avez ici, là, les donneurs d'électrons, en fait, c'est qu'ils sont riches en électrons, ils peuvent être chargés négativement, tout simplement. Là. Donc, ici, on pourrait penser à des petites espèces comme OH-. OH- est un bon exemple d'un anion qui peut attaquer. On va avoir aussi ce qu'on appelle les ions alcoolates. C'est quoi un alcoolate? C'est un alcool qui a perdu son H. Donc c'est pas si fréquent que ça, mais ça arrive. Là. Donc quelque chose du genre, là, ça peut être un bon attaquant, le R au moins, comme ça. J'y vais pas mal par cœur. Là, on peut penser à des ions comme le cyanure, Cn-, peut être un bon attaquant aussi. Et on peut penser aussi à une espèce comme le NH2-, qui est un bon attaquant également. Et j'en ai un autre qui me vient en tête. Tiens, du H-. Donc, vous avez ici quelques exemples d'espèces qui ont des électrons supplémentaires, là, des anions, et qui vont être des excellents attaquants pour aller chercher des carbones qui sont polarisés positivement. Donc, autant on crée des points faibles ailleurs, ici vous avez des petits attaquants qui vont être des petits missiles qui vont avoir tendance là, à se rendre sur ces cibles-là. Il y a un tableau à la page 135, mais bon, il va ressembler aux exemples que je vous donne ici. Je vous dirais qu'ici, je vous donne juste, je donne plus que ce qui me passe par la tête là, dans les possibilités qu'on rencontre là, quand on fait quelques réactions en chimie organique. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle des attaquants forts. Donc, on va les qualifier ou leur donner le qualificatif de fort parce qu'ils sont chargés négativement. Sinon, on a des donneurs de doublé libre qui, eux, vont être un peu plus modérés comme attaquants. Par exemple, la molécule d'eau, H2O. Donc, je pourrais peut-être juste écrire H2O en tant que tel. Donc, H2O a des électrons libres sur l'oxygène qui sont disponibles pour faire une attaque. Donc, aller chercher quelque chose à l'extérieur. Tout à l'heure, j'avais parlé des molécules du genre NH3 avec un doublet sur l'azote qui ont justement ce travail là, d'aller chercher des cibles positives à l'extérieur. Un alcool tel quel avec son H, mais malgré le fait que c'est un composé très stable, un alcool, là, et son doublet libre peut aller faire
une attaque également. Donc, c'est vraiment, là, c'est les exemples qui me passent par la tête, là, mais vous avez ici ce qu'on appelle, là, la catégorie des faibles. Donc, on a les forts qui sont chargés négativement, et les faibles qui sont neutres, mais qui ont des doublets libres disponibles pour faire ces attaques-là. Finalement, ben oui, il y en a qui possèdent des électrons pi. Et à ce moment-là, ce qu'on va voir dans le chapitre 5 et autres, là, c'est que par exemple, un alcène avec une double liaison, on va se rendre compte que la double liaison en tant que telle, elle est capable elle aussi d'aller faire des attaques. Sauf que ça ici, c'est moins évident, là, ça prend des cibles très évidentes, là, mais c'est quand même capable. Une double liaison, là, qui sont des électrons mobiles, qui sont capables d'aller faire une attaque. Donc, ce sont des attaquants. Et une fois qu'on a défini que ce sont des espèces riches en électrons, bien, ils vont avoir deux rôles, mais en fait, c'est deux rôles très très semblables, là. C'est que, tout dépendant de la cible qu'on va avoir, ça va avoir un nom différent. Donc, si tous ceux-là, tous ceux d'en haut, s'attaquent à un hydrogène, on va les qualifier de base. En fait, le nom en caractère gras ici est défini en fonction de la cible qu'on va avoir attaquée. Donc, quand on attaque un hydrogène, en fait, je devrais dire un proton. Donc, un hydrogène H+, quand quelque chose qui est en haut ici attaque un H+, on le qualifie de base, parce que c'est la définition même là, des acides et des bases. Une base, c'est un accepteur de H+. Donc, si mes attaquants attaquent un H+, on les appelle une base. Ou, si mes attaquants s'attaquent à un carbone, on va les appeler nucléophiles. Nucléo pour noyau, positif, phile pour affinité. Donc, ces espèces-là vont avoir la capacité à attaquer un carbone et, bien sincèrement, là, ça va être un carbone qui va être delta+, ou un carbone positif directement, parce qu'un carbocation, ça va être possible. On va regarder ça ensemble, là, probablement d'ici la fin du chapitre. Donc à ce moment-là, c'est le type d'attaque qu'on peut avoir. En fait, vous avez ici deux types d'attaques et une panoplie d'attaquants. Donc, dans le détail, ici, quand on appelle ça des réactifs basiques, là, qui agissent comme base, bien, c'est une affinité pour le proton. Donc, par exemple, l'espèce OH- que j'ai écrit en haut, qui est un attaquant. Okay? Donc, il peut attaquer, par exemple, une molécule comme HCl, il va aller chercher le H+ de HCl, et il va casser la liaison avec le chlore, et ça va former de l'eau, plus du Cl-. Donc ici, OH- joue le rôle d'une base, parce qu'il va attaquer un H+. Donc voici l'exemple de l'action d'un attaquant dans le rôle de base. Et tous ceux qui sont ici, surtout les chargés négativement, je vous dirais, là, ont des très très bonnes capacités d'aller chercher un H+ comme ça, puis même ceux qui avec les doublets comme ça là, sont en masse capables d'aller en chercher aussi. Là. Donc tous ceux qui sont en haut ici peuvent jouer le rôle de base et aller chercher un H+. J'essaie de donner vraiment là, comme des catégories très claires. Là. Ici, attaquant, c'est comme plus général, et selon le rôle, on peut leur donner soit le nom de base ou de nucléophile. Le nucléophile, ici, je peux prendre la même espèce. J'ai le droit, là, parce que mes attaquants, je peux les utiliser soit comme base ou comme nucléophile. Et ici, bien, je peux le faire attaquer une molécule. Là, je vais vous faire une molécule très très simple, là, un CH3Cl. Je vais la détailler quand même. Et on avait vu précédemment que le Cl attire les électrons de son côté et crée un delta+ sur le carbone à côté. Puis vous avez vraiment ici l'attaque très classique d'un nucléophile sur le carbone delta positif pour expulser le chlore à l'extérieur de la molécule et nous donner à la place de l'autre côté un alcool. Nous venons de faire ce qu'on appelle une substitution nucléophile, puisqu'on a changé le Cl par un OH sur la structure. Et le Cl- lui a été expulsé.
Donc, vous avez donc ici une attaque comme base sur un H+, et une attaque comme nucléophile sur un carbone chargé positivement. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir les actions de nos nucléophiles ou bases, là, que j'appelle ici de façon assez générale les attaquants. Ces attaquants-là, si je vais à la prochaine page, la force, ici c'est écrit la force d'un nucléophile, oui, on pourrait même dire la force d'un attaquant. Okay? Donc, je vais y aller même de façon assez générale ici. Là. La force d'un attaquant va dépendre de plusieurs petites choses qu'on connaît déjà. D'accord? Donc, la première chose ici, ce que ça dit, c'est que le doublet d'électrons d'une espèce chargée, d'un anion, est plus agressif, plus disponible, ça veut dire plus agressif, qu'un doublet libre sur le même élément. Puis, tantôt, je l'ai déjà mentionné, parce que si je prends un ion OH-, puis là, ben, un ion OH-, en fait, c'est une distribution d'électrons comme ça. Et la charge négative est en fait sur l'oxygène, bien, il est un meilleur attaquant que la molécule d'eau, qui lui n'a pas, qui elle, n'a pas de charge en tant que telle, et qui est neutre. Donc, le doublet qui est ici est moins agressif. Donc, la première règle, c'est quand on a une charge négative, c'est plus agressif qu'une charge neutre. Là, on parle sur le même élément, là. Donc on compare OH- avec H2O. Je pourrais comparer ici à côté NH2-, parce que le moins vient ici, est meilleur que NH3, si je regarde la liste que j'avais tout à l'heure. Donc, quand on compare là, ceux qui se diffèrent seulement de l'hydrogène, finalement, c'est ce que j'ai fait ici, là, bien, la charge négative est plus disponible que un doublet libre. Ça, c'est une première chose qu'il faut essayer de garder en tête. Ensuite de ça, ben, on va regarder l'électronégativité de l'élément qui porte les doublets. Je m'explique là. Si je regarde NH3, qui a un doublet sur son azote, et si je fais la comparaison avec H2O, qui a des doublets là, sur l'oxygène, bien, l'électronégativité est plus grande du côté de l'oxygène que de l'azote. L'électronégativité, c'est la capacité à garder les électrons. Fait que là, on va essayer de penser dans le bon sens. Là. Si l'oxygène est un bon gardeur d'électrons, c'est donc un mauvais donneur. À ce moment-là, l'azote, qui est moins électronégatif, a plus tendance à laisser partir son électron. Fait qu'ici, l'azote, c'est le moins électronégatif, on parle de lui, alors qu'ici, c'est le plus électronégatif, l'oxygène. À ce moment-là, NH3, avec son doublet, est un meilleur donneur que H2O. Je mets plus grand, là, ici, le plus grand, c'est celui qui est le plus fort, dans le sens celui qui est le meilleur donneur. Donc, ce que ça dit, là, c'est écrit dans le texte en dessous, là, c'est que pour des éléments différents, bien, on regarde le moins électronégatif et ça va être le meilleur donneur. Donc, ça va être vrai pour ceci. On va dire donc de la même façon que Br- est un meilleur donneur que Cl-, puisque ça ici, c'est le moins électronégatif, alors qu'ici, c'est le plus électronégatif. Très peu, non? Mais ça reste que le chlore est plus électronégatif que le brome, et le brome va être un meilleur donneur que le bromure, je devrais dire, va être le meilleur donneur que le chlorure. Donc, vous voyez ici, là, c'est l'électronégativité qu'on va comparer. La troisième chose qu'on peut regarder, c'est les effets électroniques. On a vu deux types d'effets électroniques. On a parlé d'effets inductifs et on a parlé d'effets mésomères. Les effets inductifs, répulsifs, j'en avais parlé. Ça va affecter surtout là, cette partie-là, les composés azotés. On avait mentionné que le doublet ici là, était vraiment supporté pour pouvoir sortir de la molécule. C'est donc un meilleur donneur d'électrons que le NH3 tout court,
puisque les hydrogènes sont des très piètres donneurs d'électrons. Donc, on va avoir l'effet répulsif ici, va donner un meilleur donneur, donc plus agressif que celui-ci. Et si on parle de l'autre effet que j'ai parlé, on parlait de l'effet mésomère, bien, si je prends un des exemples que j'ai donné justement, et que je pense à l'aniline, je ne ferai pas toutes les formules de résonance, inquiétez-vous pas, mais ce qu'on avait dit, c'est que l'aniline, les électrons se sauvent à l'intérieur du cycle. Bien, à cause de ce phénomène-là, parce que les électrons s'en vont vers l'intérieur de la molécule, ils sont pas disponibles pour sortir. Donc, les effets mésomères sont pas très très utiles pour sont pas encourageants en tout cas pour faire des réactions, puisque les effets mésomères sont les effets de résonance, là, sont des effets stabilisateurs. Donc ici, là, c'est un effet qui est stabilisateur. Puis quand on veut faire des réactions chimiques, on veut pas un stabilisateur parce qu'il réagira pas. Donc ici, on va avoir un doublet qui se cache à l'intérieur de la molécule, alors qu'ici, on a un doublet qui a juste une possibilité, là, c'est-à-dire de s'en aller vers l'extérieur, même s'il n'est pas très agressif. Et il va être plus agressif que celui-ci, puisque celui de gauche, là, va être caché à l'intérieur de la molécule. Donc, les effets que je viens de vous montrer là, ce sont des effets que vous aurez à analyser là, lorsque vous allez pouvoir comparer les molécules dans les exercices. Donc, c'est quelque chose qui va vous être demandé. La comparaison de la force du nucléophile, là, ça va vers la disponibilité des électrons et c'est donné par charge ou non, électronégativité comparée ou effets électroniques qui sont à analyser. Donc, c'est avec ceci là, que vous allez travailler pour ça. Je termine cette capsule en parlant des accepteurs d'électrons, qu'on appelle des électrophiles, donc qui aiment les électrons. Les accepteurs d'électrons sont souvent les fameuses cibles. Donc, si j'ai des attaquants, ça me prend des cibles. Et dans votre volume, on vous donne comme une liste. Je vais la faire ici là, de façon assez peut-être exhaustive, là, mais on va voir que du NO2+, c'est un accepteur d'électrons, du CH3+, c'est un accepteur d'électrons, du H+, c'en est un accepteur d'électrons, on peut avoir du Br+, puis du Cl+, on peut avoir ceci, quelque chose qui ressemble à ça, curieusement, le carbone ici peut être positif là, dans certaines circonstances. Je vous dirais que si on fait une liste comme ça, c'est bon, on dit oui, là c'est positif, donc ça va accepter les électrons. Mais si je veux rajouter peut-être un peu plus d'informations, puisqu'il n'est pas nécessairement écrit dans votre volume, c'est que n'importe quel carbone, par exemple, qui est à côté d'un halogène, va être delta plus. Donc celui-là, il est considéré comme un électrophile aussi, puisqu'il va accepter l'attaque du petit attaquant. Je l'avais déjà mentionné aussi, mais quand on a un carbone qui est avec un C double lien O, et la polarisation elle est très efficace, delta plus, delta moins, et l'attaque va se faire très facilement sur le carbone delta plus qui est ici. Donc oui, on a des accepteurs qui sont chargés positivement, qu'on va voir passer. Ceux-ci, on va les voir surtout passer dans le chapitre 6. Mais de façon assez générale, vous allez avoir aussi là, ces éléments-là qui sont des bonnes cibles. Si j'en ajoute un autre, on parle du H+, mais il ne faut pas oublier que le H+, par exemple, il peut être collé sur un HCl, et on a quand même un delta- et un delta+ ici. Ça reste une cible. Donc, je vous dirais que de façon très générale, outre la liste qui est écrite dans votre volume, je vous dirais que le concept un peu plus large, c'est de cibler, à l'aide des effets d'électronégativité et de polarité, quels sont les endroits delta+. Comme ça, vous allez pouvoir détecter les cibles possibles lors des réactions. Donc ici, on a une belle cible, le DLC delta+ qui est ici, pour un attaquant de type ammoniac, de type triméthylamine, de type Cl-, de type NH2-. Donc, c'est une très très belle cible là, pour se faire attaquer à cet endroit-là. Donc, je vous dirais, c'est peut-être plus ça là, le principe à retenir, là, dans le sens qu'on recherche les plus et les delta plus, au lieu d'apprendre
je vous dirais bêtement, là, une liste d'exemples comme ceci. Là. Oui, ça existe, là, mais si vous êtes capable d'identifier sur les molécules aussi les delta plus, bien, vous allez avoir gagné beaucoup en compréhension. Donc, je termine cette capsule là-dessus et je vais vous en faire une dernière sur la dernière partie du chapitre 4 que je veux faire avec vous.